Le pneumothorax suffocant. On va commencer par définir ce que veut dire suffocant compressif, c'est quoi exactement, et puis je vous parlerai de quand il faut le décomprimer, des indications, et également de comment décomprimer. Alors, c'est quoi juste un pneumothorax? On va commencer par un exemple concret du vécu à la clinique de Gosselies. On est appelé en 2017 à 20h41. Par respect du patient, j'ai masqué la date. Il s'agit d'une femme de 26 ans, dispute conjugale, agression à l'arme blanche et difficultés respiratoires. Ça, c'est le motif d'admission du SDS qu'on reçoit et du SMUR de Gosselies qui est activé. On arrive sur place avec une arme du crime, un couteau en céramique, qui est bien sur une table à côté de la patiente, et on tombe sur une patiente de 26 ans qui est en arrêt cardio-respiratoire, avec, comme vous le voyez, des plaies basithoraciques du côté droit. Cette patiente étant donc en arrêt cardiaque, on commence à la réanimer, protocole ALS, RCP, 30 compressions de ventilation, on la monitorise, on analyse le rythme, on tombe sur une activité électrique sans pouls. Adrénaline 1 mg IV toutes les 4 minutes, selon le protocole ALS, avec la perfusion, on l'intube, et dans tout bon ALS bien conduit, on se pose la question des causes réversibles de l'arrêt cardiaque. Il y a 8 causes réversibles dans l'arrêt cardiaque. Si vous ne les trouvez pas et si vous ne les réversez pas, vous n'arriverez jamais à récupérer un patient qui est en arrêt cardiaque. Une des causes réversibles, c'est effectivement le pneumothorax sous tension. Il est dans les T pour pneumothorax sous tension. Un pneumothorax sous tension doit être exsufflé, je vais en revenir, parce que si vous ne le faites pas, c'est impossible pour un pneu sous tension complet que votre patient reprenne une activité cardiaque. C'est ce qu'on a fait à 2 reprises sur place, on l'a exsufflé, et étant donné que ça ne suffisait pas, on a fini par lui mettre effectivement également un drain thoracique sur place. Alors, cette patiente, on l'a récupérée, il y a eu un Recovery of Spontaneous Circulation, un ROSC, donc son cœur battait de nouveau, était intubé, prise en charge avec son drain thoracique. On revient à Gosselies, on lui passe un total body scanner, on remarque qu'effectivement, il n'y a qu'une seule lésion, c'est un pneumothorax avec également un hémothorax, donc du sang dans la plèvre. Et cette patiente a été donc prise en charge aux soins intensifs. 3 jours plus tard, elle était extubée. 5 jours plus tard, drain thoracique ôté. Elle l'a compliqué parce qu'effectivement, avec tout ce qui s'est passé au niveau pulmonaire et pleural, elle a fait une pneumopathie avec un sepsis. 15 jours plus tard, elle était sortie des soins intensifs et cette maman de 2 enfants est aujourd'hui vivante. Alors, tout ça pour vous mettre un petit peu en situation. Maintenant, on va un petit peu plus parler de la théorie du pneumothorax sous tension. Donc, il faut savoir que 19% des décès dans les traumas pénétrants sont liés à un hémo ou un pneumothorax, donc de l'air dans la plèvre ou du sang dans la plèvre. Un trauma pénétrant, c'est quoi? C'est un traumatisme avec un corps étranger qui va rentrer dans le thorax, que ça soit une arme blanche, que ça soit une plaie par balle. Et donc 19% décèdent, et donc effectivement, les autres pourcents, il s'agit de les sauver et de les prendre en charge à temps. Il faut savoir qu'en cas de traumatisme fermé, on entend fermé par exemple un traumatisme thoracique par accident de la route, 24% des décès sont évitables si on les prend en charge à temps et si on va drainer cette plèvre qui est remplie d'air sous pression. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Là, vous avez une petite image dynamique. Si vous avez, à un moment donné, soit une brèche au niveau du thorax, soit une brèche au niveau d'une bronche, vous allez avoir en réalité de l'air qui va rentrer autour du poumon, dans la cavité pleurale, autour des 2 feuillets de cette plèvre, et qui va effectivement faire en sorte que le poumon va se faire complètement collaber. Donc cet air, à l'inspiration, va rentrer, soit par le trou au niveau thoracique, soit par la brèche au niveau d'une bronche. Et donc le problème, c'est que souvent, à l'expiration, eh bien, l'air ne va pas pouvoir ressortir. Et donc vous allez avoir à l'inspiration de l'air qui rentre dans la plèvre, et à l'expiration, vous allez voir cet air qui ne sort pas. Donc forcément, l'air, il va se mettre dans la cavité pleurale, il va être de plus en plus collecté dans cette plèvre, et à un moment donné, si vous avez une augmentation de volume, mais que la cage thoracique ne permet pas de se distendre, vous allez avoir une augmentation de pression. Ce volume se met sous pression dans la cavité pleurale, et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Et c'est ça qui est dramatique dans les pneumothorax sous tension suffocant, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement d'air au niveau de cette plèvre, tellement de pression, que le cœur et le médiastin vont se faire complètement comprimer. Et si votre cœur est complètement comprimé, écrasé par cet air dans la plèvre sous tension, le cœur étant comprimé, non seulement il ne pourra plus se remplir, et non seulement il ne pourra plus éjecter.
Donc vous avez à ce moment-là un collapsus et un arrêt cardiaque. Et vous aurez beau commencer à faire une RCP, de l'adrénaline, intuber le patient, faire un bon protocole ALS, tant que votre plèvre est vraiment sous tension et que le cœur est complètement écrasé, vous n'arriverez jamais à récupérer un patient en vie. Donc ça, c'est le principe justement dynamique du pneumothorax sous tension, contrairement au pneumothorax qui n'est pas sous tension, mais qui lui évidemment n'est pas délétère au niveau hémodynamique et n'est pas délétère au niveau cardiaque et ne vous mènera pas à un arrêt cardiaque. Compressif, sous tension, suffocant, c'est la même chose. C'est un pneumothorax chez qui il y a une instabilité hémodynamique liée à une diminution du retour veineux et au fait que votre cœur ne peut plus pomper, se remplir et se vider correctement. Ici, vous avez une image thoracique. Vous voyez bien que sur le côté droit de l'image, vous avez beaucoup de noir. Le noir, ça correspond à de l'air. On ne voit même plus le poumon du côté droit. Et vous remarquez qu'il y a vraiment un shift médiastinal. Le cœur n'est plus central, n'est plus médian. Le cœur est complètement de l'autre côté, complètement écrasé, avec d'autres signes comme la déviation de la trachée. Vous imaginez bien dans un cas comme ça, et vous le voyez d'ailleurs, il y a plusieurs côtes de cassé du côté droit. Dans un cas comme ça, le cœur ne sera plus jamais capable de pomper correctement si on n'enlève pas l'air dans cette plèvre et si le cœur ne se remet pas de manière médiane dans le thorax. Ça, c'est la même chose au niveau du scanner. Donc, sur la gauche, vous voyez qu'effectivement, il y a également beaucoup d'air et que le cœur est complètement dévié de l'autre côté. Alors, la définition d'un pneumothorax sous tension, c'est lié à la gravité clinique. Donc, c'est un patient qui est grave, c'est un patient chez qui vous allez avoir à la décompression beaucoup d'air qui va sortir de la plèvre, et ça, vous le voyez. Et quand vous le faites, vous allez effectivement voir que cet air sort et que donc c'était le bon diagnostic. Vous allez avoir un déplacement du médiastin, mais que cliniquement on peut voir, déviation de la trachée, une asymétrie au niveau de l'auscultation, etc. Mais en même temps, on pourrait le voir en faisant des radiographies du thorax ou en faisant des échographies. C'est un patient qui va être instable hémodynamiquement, qui va directement s'améliorer quand on va le décomprimer. Et il faut savoir que plus le pneumothorax augmente en pression, en volume, plus la tension va diminuer. Et donc également un patient qui va être ventilé, intubé. Si vous avez un pneu sous tension, vous allez effectivement avoir du mal à ventiler parce que, à cause de cette pression intrathoracique, vous avez une compliance pulmonaire qui va être clairement diminuée. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un patient qui est en ventilation spontanée, la respiration spontanée ne se fait pas en pression positive. Ça veut dire que les mécanismes d'inspiration se font justement avec une dépression de la pression en intrathoracique. Par contre, si vous ventilez le patient, vous arrivez avec une pression qui passe par votre respirateur dans le tube, et donc quelque part, en mettant plus de pression à l'entrée dans les voies aériennes, vous allez augmenter le pneumothorax. Je donne un exemple en salle d'opération, polytraumatisé qui arrive, qui est pris en charge, on sait qu'il a un pneumothorax, je sais très bien que pendant l'intervention, si le patient se déstabilise, je dois vraiment penser au fait que depuis qu'il est intubé et qu'il est en pression positive, je risque d'avoir un pneumothorax qui se met sous tension. Et donc ça, il faut y penser, à le drainer avant ou en péropératoire pour tout patient qui se déstabilise, intubé avec un pneumothorax connu au départ, parce qu'il y a de gros risques qu'il se mette sous tension. Et également, un patient qui est intubé, il va être sédaté. Un patient sédaté a effectivement une moins bonne compensation au niveau musculature pour respirer convenablement. Et c'est un patient qui se laissera moins bien ventiler parce qu'il n'a plus d'utilisation de ses muscles et qu'il est uniquement dépendant du respirateur. Alors, en ventilation spontanée, un patient qui arrive, qui est stable sur le temps hémodynamiquement, il faut le prendre en charge dans les 60 minutes. C'est ce qui est recommandé dans les guidelines pour le drainer. Il ne faudra pas forcément l'exsuffler. S'il n'est pas sous tension suffocant, un drainage simple, en salle d'urgence, avec le matériel adéquat, va suffire. Alors, il faut savoir qu'aux soins intensifs, pour nos amis intensivistes dans la salle, aux soins intensifs, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les misdiagnoses des pneumothorax sous tension et des pneumothorax sous cours. Les patients aux soins intensifs, c'est prouvé qu'on les examine peut-être un petit peu moins bien que les patients en salle d'urgence. C'est des patients qui sont là depuis longtemps. Et donc, il y a souvent des diagnostics de pneumothorax qu'on fait qui, en réalité, sont là depuis plusieurs heures. Et donc, il y a des études qui montrent clairement que les patients ventilés, qui se déstabilisent un petit peu, on a un retard de prise en charge qui va de 30 minutes à 8 heures. Donc, parfois, il faut 8 heures pour diagnostiquer un pneumothorax. Le tableau est souvent atypique, banal, mais c'est important pour tout patient qui se dégrade, même aux soins intensifs, d'y penser. Les signes des pneumothorax en ventilation spontanée, c'est des patients qui vont avoir une grosse douleur thoracique, une douleur pleurétique. La plèvre qui est atteinte, ça fait très mal. Que ça soit une pleurésie, que ça soit un pneumothorax, c'est des patients qui ont très mal à ce niveau-là. Des patients qui vont être polypnéiques, parfois en détresse respiratoire, tachycardisants, désaturants, agités. Donc effectivement, à l'auscultation, on remarquera qu'il y a un côté qui ne bouge plus du tout, un côté qui est hypertympanique, un côté qui ne ventile pas du tout. On peut avoir également une déviation de la trachée, on peut avoir un emphysème sous-cutané. Donc il y a beaucoup de signes qui doivent effectivement être repérés. Donc l'examen clinique du patient est très important. Bien sûr, si vous êtes trop tard au niveau diagnostic ou que vous arrivez trop tard sur place, les patients ne vont plus être polypnéiques, ils vont être bradypnéiques, ça veut dire qu'ils vont commencer à respirer de moins en moins vite, ils vont être hypotendus et vous aurez des troubles de la conscience. Ça, c'est des signes qui doivent vous faire exsuffler le patient de manière précoce.
Alors, radio standard ici d'un patient en ventilation spontanée plus ou moins stabilisé. Vous voyez qu'à gauche, vous avez un pneumothorax complet, il n'y a plus aucun poumon. Donc, comme je vous l'ai dit, prise en charge en dessous d'1 heure. La prise en charge pour un patient stable peut également se faire au départ avec un bon diagnostic, qui est à la fois clinique, qui est à la fois par la radio du thorax, et en même temps aujourd'hui on a l'échographie qui permet clairement, assez facilement, même en SMUR, il y a des SMUR qui ont de l'échographie embarquée avec eux, de faire un diagnostic et de prouver effectivement qu'il y a de l'air entre les deux feuillets pleuraux. Alors les vraies questions, comment décomprimer et quand décomprimer? Alors, comment décomprimer? Première question, est-ce qu'il faut vraiment décomprimer? Oui, si le patient est pré-mortem, que vous êtes sûr qu'il va claquer, il faut le faire. Ou bien si vous avez un poumon unique, ça c'est sûr et certain. La plupart du temps, non, pour des patients qui sont en ventilation spontanée. Et la suite, par contre, c'est pour les patients qui sont ventilés. Là, je vous l'ai dit, pression positive, donc beaucoup plus de risque de passage en pneumothorax suffocant. Les indications de décompression, elles sont absolues si vous avez un contexte évocateur, un arrêt cardio-respiratoire traumatique, accident de la route avec un patient qui est passé en arrêt cardiaque et chez qui vous suspectez cela, il faut le faire. Un patient qui est hypoxique, hypotendu avec des signes francs, il faut le faire. Et relative, c'est un trauma d'origine indéterminée, une ventilation mécanique, donc un patient intubé avec une hypoxie, hypotension, des signes qui sont un petit peu entre les deux. Là, il faut discuter et il faut se baser sur la clinique du patient. Donc, plus simple, retenez un traumatisé très grave avec un trauma thoracique en ventilation assistée qui est instable, pensez-y, décomprimez-le. Quelle technique utiliser? Il faut choisir une technique qui soit efficace, sûre, facile à prendre, facile à retenir. Quand on est en SMUR et qu'un patient est très très atteint, il ne faut pas quelque chose qui vous prenne 50 000 heures pour le faire, il faut effectivement pouvoir le faire de manière adéquate et rapide. Alors, différentes techniques dont je vais vous parler, il y a l'aiguille nue, l'aiguille avec un petit cathéter dessus, et alors la thoracostomie et le drainage. L'exsufflation à l'aiguille nue est utilisée, et c'est la chose qui est apprise depuis longtemps dans beaucoup de formations. Elle est connue. Il y a néanmoins des échecs décrits depuis longtemps et des complications qui peuvent être graves, j'en reviens. Quand vous décomprimez un patient, l'important justement, c'est que l'air sorte de cette cavité pleurale. Si elle est sous tension, même si vous faites un petit trou, l'air va sortir de manière très rapide. Alors retenez qu'il faut en fait toujours prendre ça en charge et toujours piquer au-dessus du mamelon et en externe par rapport au mamelon. Si vous vous souvenez de ça, vous ne serez jamais dans la zone cardiaque, vous ne serez jamais dans un gros vaisseau, et vous serez toujours à un endroit qui permet d'être uniquement dans la plèvre, d'un côté ou de l'autre. Il y a effectivement beaucoup d'endroits où on peut piquer dans des choses qui ne font pas, et c'est déjà arrivé d'avoir des gens qui piquaient en intracardiaque. Évidemment, vous allez avoir d'autres conséquences si jamais vous le faites, donc il faut vraiment piquer au bon endroit. Donc retenez bien, au-dessus du mamelon et en dehors. D'accord ? Donc on prend comme repère la ligne médioclaviculaire et on prend l'angle manubriosternal, et vous arrivez à un point et vous vous mettez à cet endroit-là ou bien en externe et au-dessus. Le matériel qu'on utilise, donc ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut utiliser une aiguille d'au moins 16 G, donc ça correspond au cathéter gris, mais une aiguille de 14 G suffirait amplement. Une aiguille de 16 G suffirait amplement. Donc en gros, utilisez un cathéter ou une aiguille qui soit orange et utilisez un cathéter ou une aiguille qui soit grise, c'est bon. Le plus gros possible, et les plus gros cathéters qu'on a de perfusion, ce sont des cathéters qui sont orange. Alors la mise en œuvre, il faut être un petit peu aseptique, il faut se mettre au bon endroit. Souvent ce qu'on fait, c'est qu'on prend une aiguille avec du sérum physiologique et on va au moment de la ponction aspirer pour être sûr qu'on soit bien dans de l'air. Après ça, une fois que vous avez aspiré, que vous avez des bulles d'air, vous allez vraiment voir s'il y a énormément de pression et que c'est un pneumothorax suffocant, vous allez avoir par l'aiguille de l'air qui va sortir, vous allez vous en rendre compte et c'est comme si vous dégonfliez un ballon de baudruche qui est vraiment sous tension. Une exsufflation simple à l'aiguille est censée être efficace pendant 4 heures. Maintenant, attention, si vous laissez un petit cathéter ou une aiguille, le cathéter peut sortir de la plèvre, peut se bouger à la mobilisation, peut se couder. Et donc, effectivement, il faut reponctionner. Dans le cas clinique initial que je vous ai décrit, il faut savoir qu'on a dû la ponctionner à 2 reprises et que pour finir, malgré ça, le pneumothorax sous tension, avec l'intubation qui était en cours, revenait. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une thoracostomie et qu'on a mis un drain thoracique. Alors dans la vie, c'est pour ça que c'est décrit l'exsufflation à l'aiguille, dans la vie, il faut parfois changer de technique et se remettre en question. Ça veut dire qu'il y a d'autres techniques que je vais vous expliquer. Ces techniques, c'est la thoracostomie. Et donc, dans la vie, c'est vrai qu'on est parfois habitué à certaines techniques, mais il y a certaines techniques pour lesquelles on est habitué et qui sont parfois un petit peu malheureuses et qui sont des vieilles techniques. Donc je pense qu'ici, changer de technique, ça peut être important. Tout n'est pas une question de longueur, tout n'est pas une question de points. Mais effectivement, la technique que je vais vous proposer
c'est une technique qui est la thoracostomie. Alors, juste pour vous expliquer, quand j'ai fait ce PowerPoint, c'est une petite anecdote pour un petit peu décomprimer l'atmosphère, quand j'ai fait ce PowerPoint, je l'ai montré à une stagiaire qui est chez nous pour le moment au bloc opératoire, qui était super intéressée par ça, et qui en réalité était fort impressionnée par les cathéters, qui étaient de grande taille, etc. Et donc, elle était impressionnée par le G surtout. Et donc, je lui ai demandé, juste pour vous rappeler un petit peu au niveau technique, le G, ça correspond donc bien à gauche, c'est une mesure qui permet de déterminer la taille, et donc on a toute une série de cathéters. Alors elle pensait, pour la petite anecdote, que ça avait à voir avec le point G. Je ne vous explique pas le niveau. Et donc j'ai promis ici, à plusieurs d'entre vous quand même, de vous rappeler, de manière tout à fait théorique pendant 30 secondes en faisant un petit aparté, ce qu'était exactement le point G. Le point G n'a rien à voir avec la taille des cathéters. Le point G, c'est le docteur Grafenberg, un gynécologue, médecin et chercheur allemand du début du XXe siècle, qui a décrit sur la paroi antérieure du vagin, à la jonction du tiers distal et des deux tiers proximaux, une zone érogène qui est composée en réalité d'une densité beaucoup plus importante de corpuscules de Messner et de Vater-Pacini et qui permettent a priori d'avoir à cet endroit-là un endroit de stimulation plus importante. Donc ça n'a rien à voir avec les cathéters, mais comme ça au moins, retenez que le point G, ça s'appelle point G parce que point G de Grafenberg, et c'est de là que ça vient. Plus sérieusement, la thoracostomie, c'est une technique en réalité, quand on décompose le mot, thoracos et stomos, thoracos, thorax, stomos ça veut dire bouche, ça veut dire trou. Donc on va en réalité faire un trou dans le thorax. Et cette technique est en réalité très facile à utiliser. Il vous suffit d'avoir un petit bistouri qui va permettre d'inciser la peau. Une fois qu'on a incisé la peau au niveau des côtes, entre deux côtes, on va introduire soit une pince de Kelly, soit une pince de Kocher, de manière à passer dans cette plèvre et à vraiment arriver dans l'espace pleural. Après ça, la technique, c'est de passer votre doigt dans la plèvre et en passant d'abord la pince de Kelly ou de Kocher et puis votre doigt, vous allez réaliser un trou. Ce trou, l'avantage, c'est qu'il est très facile à faire en place. Il est de plus grand calibre qu'un trou qu'on ferait simplement à l'aiguille. Il y a a priori dans les études qui sont démontrées beaucoup moins de risques de complications. Et donc, ça peut être envisagé. Et donc, chez la patiente en question qu'on a prise en charge en arrêt cardiaque, c'est ce qu'on a fini par faire. Mais comme on avait un drain à proximité et qu'effectivement, c'était un traumatisme avec 2 pneumothorax suffocants qui sont revenus l'un à la suite de l'autre, on a mis un drain thoracique. Donc, cette technique est l'alternative, la technique de référence, et a priori, selon certaines études, serait même moins risquée que la ponction à l'aiguille. Donc, les deux sont valables, et je pense qu'il faut se remettre un petit peu en question par rapport à des techniques qui sont faciles à apprendre, faciles à retenir. Les complications de la thoracostomie sont moins importantes que les techniques à l'aiguille, et il y a très peu de complications graves, et c'est très efficace parce que le trou est beaucoup plus important. Alors, drain ou pas drain, retenez, en extra-hospitalier, pas de drain. Sauf si vous êtes au fin fond de la brousse, dans le fin fond de l'Ardenne, c'est pas tellement la brousse, mais c'est le fin fond de la Belgique, en plein hiver avec de la neige, et que vous êtes sûr que votre patient, vous allez le prendre en charge dans un délai de temps de transport très long, alors oui, on met un drain, mais sinon, on attend d'être à l'hôpital. Le fait de décomprimer, c'est la chose qui suffit, et vous pouvez très bien, pendant le transport, redécomprimer. Voilà, ça c'était pour le pneumothorax sous tension. Maintenant, deuxième partie, c'est l'asthme aigu très grave, dont je vais vous parler également. Donc l'asthme aigu très grave, on commence par un petit cas clinique. C'est une jeune femme de 26 ans qui est polypnéique, donc qui respire de manière très rapide, qui respire à 22 par minute, qui a une respiration haletante, qui a des sueurs, des contractions musculaires, qui tachycardise à 155, qui est agitée, ne tient pas en place et a vraiment du mal à parler, vu la situation. Quel est votre diagnostic ? Ah ben non, raté, c'est pas une crise d'asthme, c'est une femme qui a un orgasme. Plus sérieusement, l'asthme est une maladie chronique inflammatoire des bronches. C'est une maladie avec des patients qui sont traités en général de manière optimale. L'asthme aigu est grave. Aigu, ça veut dire que c'est un asthme qui apparaît en quelques heures à quelques jours. Et grave, ça veut dire dont le pronostic vital est engagé. Une crise inhabituelle, qui est très grave, avec ce qu'on appelle un débit expiratoire de pointe inférieur à 30% de la valeur théorique. Alors c'est quoi le débit expiratoire de pointe ? C'est ce qu'on appelle en anglais le peak flow. Le peak flow, c'est le petit appareil que je vous ai mis en bas, qu'on appelle également un débitmètre de pointe. Ce qu'on va demander aux patients de faire, ça peut être fait à des patients qui ne sont pas forcément en crise d'asthme aigu, on va leur demander de souffler de manière vive et importante dans le peak flow meter. Donc, en soufflant comme ça, il y a un petit curseur que vous voyez sur l'image qui va être déplacé et qui va vous donner une valeur. Dans la crise d'asthme, c'est le meilleur moyen décrit par la littérature scientifique pour justement mettre en évidence le fait que la crise d'asthme s'améliore. Et donc c'est quelque chose de très facile, il ne faut pas un grand spiromètre, juste ce petit appareil qui coûte 25 € qui doit être en place dans tous les SMUR et dans tous les services d'urgence. Et donc s'il est inférieur à 30% de ce qu'il devrait être, on considère que c'est une crise d'asthme qui est grave. En Belgique, l'asthme, il y a 1300 à 2600 hospitalisations par an.
avec 350 décès par an, surtout en SMUR, surtout en préhospitalier. D'où l'importance de prendre en charge ces patients-là de manière adéquate. L'arbre bronchique que vous voyez en haut à gauche, c'est comme un arbre. Les bronches sont d'abord de grand calibre, et puis ça devient de plus en plus fin, comme un arbre qui se répand et qui devient des racines. Vous avez sur l'image d'en dessous, à gauche, une bronche normale, à droite, une bronche en crise d'asthme. Donc dans la crise d'asthme, vous voyez cette bronche, elle est complètement fermée. Et donc en réalité, il y a 3 composantes dans la crise d'asthme aiguë. Il y a la bronchoconstriction. Il faut savoir que toutes les bronches ont du muscle lisse autour, de manière circulaire. Dans la crise d'asthme, ces muscles lisses vont se contracter et vont réduire le diamètre des bronches. Ça va faire en sorte que l'air non seulement a du mal à rentrer, mais surtout a du mal à sortir. Deuxième chose, on aura de l'inflammation. La muqueuse à l'intérieur de la bronche va s'enflammer, donc on aura un œdème, on aura un gonflement de cette muqueuse qui va effectivement faire en sorte que la lumière de la bronche va être encore rétrécie. Et troisièmement, il y a une sécrétion de beaucoup de mucus, de beaucoup de sécrétions qui vont effectivement également donner une obstruction. Donc ces 3 composantes de l'obstruction bronchique de la crise d'asthme aiguë vont faire en sorte que le patient aura du mal à faire rentrer l'air et surtout à faire sortir l'air des poumons. Concept important dans la crise d'asthme, c'est l'hyperinflation dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un poumon normal comme le vôtre et le mien pour le moment, on respire et on expire et a priori le volume qu'on va expirer est le même que le volume qu'on a inspiré. Dans la crise d'asthme, le problème est surtout à l'expiration. Pourquoi? Parce que l'inspiration est un phénomène actif, on utilise nos muscles respiratoires pour inspirer. L'expiration, par contre, est elle-même passive. Il y a une pression à un moment donné intra-alvéolaire dans les poumons qui va faire que l'air va spontanément ressortir. Dans le problème de la crise d'asthme aiguë, comme les bronches vont être complètement contractées et que l'expiration est passive, l'air va vraiment avoir beaucoup plus de mal à sortir qu'à rentrer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'air rentre, le même volume ne sort pas, et donc à un moment donné, vous avez vos poumons qui gonflent, les alvéoles qui gonflent, et vous avez un poumon qui est rempli avec de l'air et qui n'arrive pas à se vider. Ça s'appelle l'hyperinflation dynamique. Ça a des répercussions non seulement sur le plan respiratoire, avec des personnes qui vont désaturer, qui ne vont plus être capables de renouveler l'air qui rentre dans les poumons, et qui vont donc effectivement avoir une vraie détresse respiratoire. La deuxième composante de l'asthme aigu très grave, c'est la composante hémodynamique. Il faut se dire que d'un côté, vous avez les artères pulmonaires qui amènent du sang non oxygéné aux poumons, qui se transforme en capillaire pulmonaire, et puis de l'autre côté, le sang oxygéné, après les échanges au niveau des alvéoles, va revenir au niveau de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Si vous avez un poumon et des alvéoles qui sont hyper inflatoires, qui sont hyper gonflées avec de l'air, les alvéoles, elles sont pleines à craquer aussi, elles sont sous tension. Et étant donné qu'on a cette tension-là, les petits capillaires pulmonaires qui sont juste à côté vont être complètement écrasés. Donc le sang qui arrive au départ du ventricule droit, donc le sang non oxygéné qui arrive au niveau des poumons, va avoir une résistance, va avoir du mal à passer dans ces capillaires qui sont écrasés par ces alvéoles qui sont vraiment remplis. Et donc le problème, c'est que votre ventricule droit, il va être avec des pressions importantes aussi, il va être également engorgé. Et qui dit ventricule droit engorgé, dit que, comme il est engorgé, qu'il a du mal à expulser son sang vers les poumons, qui donne une grande résistance, eh bien forcément, le sang qui arrive dans le ventricule par l'oreillette va avoir du mal à arriver. Donc on aura un gros problème, le retour veineux vers le cœur va avoir du mal à se faire. Et si votre ventricule droit n'éjecte pas suffisamment dans la petite circulation, dans la circulation pulmonaire, de l'autre côté, forcément, il y a moins de sang qui arrive également au niveau du cœur gauche, et donc vous aurez moins de sang également pour pomper vers le reste de l'organisme. Donc c'est ça qui explique que dans la crise d'asthme aiguë très grave, dans un statut hyperinflatoire pré-mortem, à un moment donné, le cœur s'arrête, arrêt cardiaque, et donc là on est parti pour réanimer. Je vous ai expliqué les conséquences respiratoires de la crise d'asthme et les conséquences hémodynamiques qui peuvent mener à l'arrêt cardio-respiratoire. Dans les crises d'asthme, quelles sont les étiologies? Souvent, les crises d'asthme aiguës sévères sont des patients déjà asthmatiques connus, qui ne sont pas très compliants, qui ne prennent pas bien leur traitement, qui se négligent et qui négligent aussi la crise qui est en train d'arriver. Ce qui va déclencher une crise d'asthme aiguë, c'est quoi? C'est d'abord des allergies, soit des médicaments, ce qu'on appelle des pneumallergènes, donc des allergènes volatiles, bouleau, pollen, poussière, ou soit des trophallergènes. Les trophallergènes sont des allergènes alimentaires. Donc une réaction allergique à un médicament peut également déclencher une crise d'asthme. Et d'ailleurs, comme vous l'a expliqué Sophie avant, dans le choc anaphylactique, en réalité, le choc anaphylactique, c'est une composante d'un choc hémodynamique, d'un choc cardiogénique, d'un choc distributif, et en même temps, c'est un problème de crise d'asthme. Le choc anaphylactique, il y a une composante asthmatique de bronchoconstriction également dedans, pas forcément chez ces patients asthmatiques connus au départ. Les toxiques également peuvent déclencher une contraction de cette musculature bronchique, une réaction asthmatique, et alors également tout ce qui est infection des voies aériennes supérieures. Un patient fumeur ou un patient asthmatique va être beaucoup plus sensible aux infections des voies aériennes et va avoir beaucoup plus de potentialité à développer une crise d'asthme sur un bête rhume ou sur une petite rhinopharyngite. Ça peut tomber beaucoup plus facilement sur les bronches et avoir des répercussions très graves.
Dans l'asthme, il faut effectivement être à l'affût des signes cliniques. Quels sont les signes cliniques? Ce sont une respiration plus importante, au-dessus de 30 par minute, des sueurs, un tirage, une contraction des muscles accessoires, une tachycardisation, l'agitation, l'anxiété, difficulté à parler ou tousser, et surtout le débitmètre de pointe inférieur à 30% de ce que ça devrait être pour le sexe, les mensurations et l'âge du patient. Il y a des signes d'alarme par contre. Il y a une lumière rouge qui doit s'allumer dans votre tête si vous avez un patient en crise d'asthme qui présente des symptômes faisant craindre une mort imminente. Là, vous devez vraiment réagir très vite. La mort imminente, c'est quoi les signes? C'est des troubles de la conscience, des gens qui commencent à respirer beaucoup moins bien avec une bradypnée ou avec des pauses respiratoires, des gens qui tombent en syncope devant vous, qui deviennent bradycardes, c'est-à-dire que le cœur a vraiment du mal à pomper et va s'arrêter, des patients qui sont cyanosés, agités, qui refusent l'oxygène, chez qui vous n'entendez plus rien. On dit toujours que ça sibille une crise d'asthme, ça veut dire que ça siffle quand on écoute. À un moment donné, la crise d'asthme est tellement importante que ça ne sibille plus du tout. Parce que pour que ça sibille, il faut qu'il y ait un minimum d'air qui rentre et surtout qui sorte. Si la crise d'asthme est tellement importante que tout est vraiment bronchoconstricté, vous n'entendez plus rien. Vous avez un silence auscultatoire qui est un signe de gravité. Si vous avez ces signes-là, il faut effectivement intuber le patient. Et là, il ne faut pas tarder parce qu'il vaut mieux l'intuber avant que de le trouver en arrêt cardiaque. D'accord ? Il y a d'autres signes paracliniques, une gazométrie qu'on peut faire, pas dans l'aigu, mais une fois que le patient est un petit peu stabilisé. On va faire la radio du thorax également. L'ECG vous montrera simplement qu'il y a une tachycardie. Et donc la radio de thorax peut vous montrer des choses qui prédispose à la crise d'asthme. Sur le patient de gauche, vous avez au niveau du poumon droit, donc sur la gauche de l'image, une belle pneumonie qui peut potentialiser une crise d'asthme. Et sur le côté droit, vous avez un pneumothorax qui peut être la cause de la crise d'asthme, mais qui peut également être la conséquence. Ça va de pair avec mon premier exposé. Si vous avez énormément d'hyperinflation au niveau pulmonaire, une des complications, surtout quand les patients sont intubés, ça peut être d'avoir une brèche bronchique et de provoquer un pneumothorax qui peut devenir sous tension. Donc le traitement doit être précoce, en préhospitalier, donc il faut traiter le patient en SMUR en ambulance. Et donc les ambulanciers dans la salle, quand vous avez un patient qui a une crise d'asthme et qui a des critères que vous ne sentez pas, il ne faut pas hésiter à appeler un SMUR, parce que le traitement doit être initié immédiatement en SMUR. Le traitement sera continu, en SMUR, en salle d'urgence, aux soins intensifs, et il faut essayer que dans la première heure, on ait une réponse clinique. Un patient qui ne répond pas au traitement dans l'heure, c'est un patient qui est très grave et chez qui on va devoir, à mon avis, envisager une intubation. Quelles sont les lignes de traitement? Premièrement, oxygène. Toujours, dans tous les cas, donner de l'oxygène à toutes les crises d'asthme. Il faut cibler une saturation au-dessus de 92. En parallèle à l'oxygène, donner des aérosols. Alors, les aérosols se font sous oxygène, doivent être précoces, systématiques. Il faut savoir que les aérosols, on utilise des bêta-2 agonistes. Les bêta-2 agonistes vont avoir un effet justement de bronchodilatation. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir une action pour dilater la musculature bronchique. C'est très efficace. Qu'est-ce qu'on a en Belgique comme bêta-2 agoniste? On a le salbutamol, c'est le Ventolin ou le Combivent, et on a le phéonotérol qui est le Duovant. Et donc ça, il faut les donner d'emblée en continu pendant la première heure, et il faut au moins en faire 3 pendant la première heure dans l'asthme aigu grave. L'adrénaline en tant que telle, alors en réalité l'adrénaline en aérosol, dans toute la littérature que j'ai revue, n'est plus conseillée parce qu'en réalité elle n'apporte rien de plus qu'un bêta-2 mimétique classique. Par contre, l'adrénaline en intramusculaire est décrite, donc une personne qui a une crise d'asthme asphyxiante, le fait de donner 0,5 mg pour l'adulte en intramusculaire va avoir une action bronchodilatatrice importante. Et si ça ne suffit pas, on peut passer avec de l'adrénaline en intraveineux. Les aérosols anticholinergiques, c'est les dérivés de l'atropine. Donc, en Belgique, on l'a simplement, c'est l'Atrovent, c'est le bromure d'ipratropium. Et il est combiné dans le Combivent. Donc, le Combivent, c'est une combinaison de bêta-2 mimétique, le salbutamol, avec de l'ipratropium. Et on a le Duovant, qui est la même combinaison avec le phénotérol. Et donc, on peut envisager ces deux-là parce qu'ils ont effectivement, ils sont moins puissants, mais ils ont une action qui potentialise clairement le bêta-2 mimétique. Donc le mieux en SMUR est de mettre du Combivent ou du Duovant en patient à la place de mettre du Ventolin simple. Mais je pense que sur Charleroi, on a du Combivent et du Duovant et qu'on n'a plus de Ventolin directement, sauf peut-être pour les enfants parce qu'on le donne titré en gouttes. Les corticoïdes, par contre, c'est en intraveineux ou en péros, il n'y a pas vraiment de différence, c'est 1 à 2 mg kg par jour. En fait, on donne souvent 125 mg de solumédrol en SMUR. En réalité, ce solumédrol ne va pas avoir d'action immédiate. Il faut souvent attendre 1 heure pour avoir un début d'action, et c'est souvent après la 6e heure. Donc ça, c'est surtout pour éviter que le patient repasse en crise d'asthme dans les heures qui suivent. Si les patients ne sont pas répondeurs à la première heure aux aérosols et à l'adrénaline 0,5 mg en intramusculaire, on va donner en IV soit du salbutamol, donc le Ventolin existe également en IV, ou l'adrénaline. C'est l'un ou l'autre, ils ont un effet bêta-2 mimétique. Moi, je suis plus partisan, par facilité d'utilisation et par habitude, de l'adrénaline.
Le magnésium, lui, par contre, est très utile. Donc, c'est 1 à 2 grammes de magnésium en 20 minutes dans un baby Baxter va être utile parce qu'il va inhiber la contraction de la musculature lisse bronchique, il va diminuer la fatigue respiratoire et il va avoir une activité qui va être bronchodilatatrice. Donc, les bronches vont se bronchodilater et on va clairement avoir une action qui va être assez rapide. Il y a d'autres choses qui existent aussi, c'est l'hélium. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui font la plongée dans la salle. On peut plonger à l'hélium avec des mélanges qu'on appelle du trimix. Moi, je fais de la plongée, j'en ai déjà utilisé. L'avantage de l'hélium, y compris ici dans la crise d'asthme, c'est que l'hélium est en fait 7 fois moins dense que l'azote. Je ne vous apprends rien en vous disant que dans l'air qu'on respire pour le moment, il y a 21% d'oxygène et plus ou moins 78% d'azote. L'azote, le problème, c'est que c'est une molécule qui est très dense. Donc, le fait de respirer de l'air avec de l'azote va faire que cette densité fait qu'au niveau des voies aériennes respiratoires supérieures et inférieures, il va y avoir une turbulence, il va y avoir une friction. Le fait de donner de l'hélium qui est 7 fois moins dense que l'azote va faire que le passage de ce mélange hélium-oxygène va beaucoup plus rapidement passer et beaucoup plus facilement également être expiré. Et donc on a des choses à gagner par rapport à ça. La seule réserve de l'héliox, qui est encore très controversée pour le moment, surtout en ventilation assistée et en ventilation non invasive, c'est que quand on doit monter la concentration d'oxygène, quand on augmente la FiO2, mais l'oxygène en tant que tel a une plus grande densité que l'hélium et que donc on perd le bénéfice d'avoir l'hélium qui est une molécule beaucoup moins dense. Donc c'est en discussion, certaines équipes le font, d'autres pas, il faut déjà l'avoir. Je ne suis pas sûr que sur Charleroi on en a dans les SMUR ni dans les services d'urgence, mais effectivement c'est quelque chose qui est décrit. En évaluation, les corticoïdes inhalés, donc les aérosols de corticoïdes, il y a du pour, du contre, en tout cas dans l'aigu ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a également des halogénés, donc des gaz anesthésiants comme l'isoflurane, qui ont une activité bronchodilatatrice. Donc on pourrait envisager, même aux soins intensifs, d'avoir des dérivés halogénés, des dérivés de l'éther, qui permettent de maintenir le patient endormi et qui ont une activité bronchodilatatrice. Et alors d'autres médicaments comme le montelukast, les antileucotriènes, qui peuvent également avoir un intérêt. À éviter donc l'adrénaline en aérosol qui n'a aucune supériorité par rapport au bêta-2 mimétique classique. Les anxiolytiques, il faut pas sédater les gens, parce que vous allez perdre au niveau de la contractibilité musculaire. Et les mucolytiques, acétylcystéine, isomucil, vous oubliez dans l'aigu, parce que vous allez encore produire plus de sécrétions et le patient qui est déjà noyé par sa crise d'asthme va l'être encore plus. Si après 1 heure, on a une amélioration, il faudra effectivement encore bien surveiller le patient et refaire justement un peak flow, un débit expiratoire de pointe. Si vous augmentez à 50% la valeur théorique après la première heure, vous allez à ce moment-là avoir un patient qui va aller beaucoup mieux. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on envisage? Et j'ai encore 5 dias, donc c'est bien. Quand ça va mal, on envisage soit de la ventilation non invasive, donc on a des BiPAP qu'on peut utiliser, qui peut être séduisant parce qu'on voit clairement qu'on s'améliore au niveau gazométrie, qu'on s'améliore au niveau du pH, mais qui quelque part doivent avoir une équipe bien entraînée, doivent être bien mises en place et peuvent évoluer de manière catastrophique si on considère qu'on s'arrête juste là. Si ça ne va pas avec la ventilation non invasive ou que d'emblée le patient est pré-mortem, alors effectivement, on va intuber le patient. Et l'intubation va se faire si vous avez une dégradation clinique malgré un traitement conventionnellement bien conduit ou si vous avez un patient qui est grave d'emblée, trouble de la conscience, patient qui respire à une fréquence vraiment très basse ou un patient en arrêt cardio-respiratoire. L'algorithme, le dernier algorithme édicté par la SFAR en 2016, sur base des recommandations GINA, est un algorithme qui tient compte de tout ce que je vous ai exprimé ici, et c'est sur cet algorithme que je me suis basé pour faire l'exposé. Vous pouvez le retrouver dans la crise d'asthme aiguë grave. Donc ça, vous avez un protocole qui est bien fait et qui permet de vous prendre en charge à ce niveau-là en SMUR ou à l'hôpital aux urgences, et un algorithme qui est fait pour la prise en charge des patients aux soins intensifs. Je vous conseille effectivement d'aller le voir, c'est très facile d'accès et c'est très facile à prendre en charge. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention et votre écoute.